Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie tout d'abord les organisateurs de m'avoir convié à venir vous parler d'évaluation d'un type d'intervention non médicamenteuse que sont les interventions de santé publique. Donc je suis Nathalie Tilly, je suis épidémiologiste et professeure de santé publique à l'Université de Lorraine. Et par ailleurs, je travaille depuis de très nombreuses années dans le domaine de la recherche clinique. Et vous verrez, je vous raconte ça parce que vous verrez que les concepts que je vais utiliser aujourd'hui sont issus de ces différentes disciplines. Alors tout d'abord, avant de parler d'évaluation des interventions de santé publique, qu'est-ce que c'est que ces interventions de santé publique ? On peut les définir comme étant des actions qui sont mises en œuvre en vue d'améliorer la santé des populations. Et là, on s'oppose à la plupart des disciplines médicales qui s'adressent à des individus. Et généralement, il s'agit d'actions de prévention primaire pour prévenir la survenue de maladies, mais ça peut être également du secondaire ou du tertiaire, avec notamment le dépistage et la réhabilitation. Pour ce faire, nous allons utiliser des concepts issus de la promotion de la santé, d'éducation à la santé et de l'éducation thérapeutique. Et pour finir, la santé publique, c'est également la surveillance et la gestion du risque sanitaire, donc du risque environnemental et du risque infectieux en particulier. Les interventions de santé publique sont des interventions qui sont généralement de nature éducative et ou organisationnelle. On va modifier l'organisation de l'environnement ou du système de santé. Donc vous voyez bien qu'il s'agit d'interventions non médicamenteuses. L'objectif intermédiaire de ces interventions, ça va être de modifier le comportement des gens pour, au final, modifier leur état de santé. Les interventions de santé publique ont cette caractéristique qu'on les qualifie généralement d'interventions complexes, tel que ça a été défini par Campbell, Oakley, puis Craig, et puis repris par Michi, comme Gérard l'a cité. Il s'agit d'interventions complexes pour plusieurs raisons, car elles intègrent plusieurs composantes ou activités. On parle d'interventions multicomposantes ou de programmes de santé publique, sachant que ces différentes activités peuvent être neutres les unes par rapport aux autres, mais également synergiques, voire même parfois antagonistes. Le fait de délivrer l'intervention ou le fait de la recevoir va susciter un nombre divers et varié de comportements de la part de différents groupes d'individus. Et pour finir, pour évaluer l'effet des interventions, on va généralement disposer d'un certain nombre de critères de jugement. Et sachant que l'intervention et son effet est fortement dépendant de l'environnement et du contexte, un degré de flexibilité dans la mise en œuvre va être généralement nécessaire pour que ce soit efficace. Donc ces deux derniers aspects montrent à quel point l'évaluation de l'intervention complexe s'éloigne de l'évaluation médicamenteuse, où je vous rappelle que quand on évalue un médicament, on a généralement un nombre limité de critères de jugement, un seul critère de jugement principal, et le degré de flexibilité, il est quasiment nul puisque l'administration est très protocolisée. Alors, je ne veux pas être trop théorique, et là je me rends compte que je suis vraiment très théorique dans ce que je vous raconte. Donc je vais l'illustrer à travers un essai, un exemple qui est un essai que notre équipe de recherche a conduit il y a quelques années, l'essai Pralimap, qui avait pour objectif d'évaluer l'efficacité de 3 interventions de santé publique que nous appellerons stratégies. Ces 3 interventions pouvaient être appliquées seules ou en association 2 à 2, voire les 3, pendant 2 ans chez des lycéens pour réduire la prévalence du surpoids et de l'obésité. Dans ces interventions, nous avions une stratégie éducation où on faisait de l'éducation nutritionnelle à l'ensemble des lycéens. Une stratégie dépistage où là, les interventions nutritionnelles étaient ciblées sur les lycéens en surpoids ou en obésité après un dépistage. Et une stratégie environnement où l'on modifiait l'offre alimentaire et d'activité physique au sein du lycée.
Nous avons développé ces interventions dans 24 lycées en Lorraine et nous avons utilisé un design en plan factoriel 2-2-2. Je vais parler plus particulièrement, vous donner l'exemple de la stratégie éducation, mais mes propos sont valables également pour les 2 autres stratégies. La stratégie éducation, donc une intervention éducative en santé publique, était bien une intervention multicomposante puisque on avait des cours qui portaient sur l'alimentation et l'activité physique, des travaux de groupe sur ces mêmes thématiques et des fêtes nutritionnelles. Je m'explique. Donc en fait, en ce qui concerne les cours magistraux, ils étaient délivrés par les enseignants aux classes de seconde et de première. Et en fonction du niveau, ils portaient sur différentes thématiques, les recommandations du PNNS, les groupes d'aliments, les groupes d'activité physique, la sécurité nutritionnelle, le comportement éco-citoyen. Donc 10 heures de cours magistraux délivrés par les enseignants, qui étaient complétés par des travaux de groupe. On demandait aux élèves de réaliser des affiches, des diaporamas, des chansons, des films, des jeux sur différentes thématiques selon le niveau. Et ensuite, on confiait aux lycéens le fait d'organiser une demi-journée festive au sein du lycée, demi-journée où ils devaient mettre en place des jeux, des activités telles que des ateliers de dégustation pour découvrir de nouvelles saveurs, des ateliers d'activité physique pour découvrir de nouveaux sports. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une intervention multicomposante. Par ailleurs, on avait 24 lycées et 2 niveaux, la classe de seconde et première, donc un nombre de groupes et de niveaux importants. Les enseignants délivraient l'intervention, les élèves la recevaient et 2 aspects étaient à prendre en compte dans les comportements que l'on observait. La réalisation des activités, mais également la participation à ces activités. Le nombre de critères de jugement, on était obligé, pour comprendre comment ça marche, on est bien obligé de regarder l'ensemble du processus. Donc l'idée, c'est de délivrer une intervention éducative en vue d'évoluer, de faire évoluer les connaissances des élèves, qui elles-mêmes feraient évoluer leur comportement. L'évolution des comportements devrait avoir un impact sur l'IMC, qui lui-même devrait avoir un impact sur la morbidité. Donc au niveau des critères de jugement, nous prenons en compte toute la chaîne causale pour bien comprendre le phénomène. Par ailleurs, vous imaginez bien qu'en fonction des lycées et surtout des moyens dont on disposait au sein des lycées, la stratégie d'éducation pouvait être variable en termes de flexibilité. Alors, je passe à mon propos, qui est l'évaluation des interventions de santé publique. Quand on parle d'évaluer, c'est quoi ? En fait, quand on parle d'évaluer, on pense souvent à évaluer le résultat et répondre à la question « est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est pas efficace ?» Ça, c'est un aspect de l'évaluation. Dans le cas de l'étude Pralimap, on évaluait l'efficacité sur la corpulence, puisque ça correspondait à notre objectif principal, mais également sur l'évolution des comportements nutritionnels et des connaissances nutritionnelles. L'autre aspect d'évaluation qu'on peut conduire, c'est se poser la question de quels sont les moyens que l'on a mis en œuvre pour produire ces résultats. Par moyens, je parle de moyens humains, matériels, financiers. Et lorsqu'on combine les deux dans une étude médico-économique de type coût-efficacité, on peut répondre à la question combien me coûte une intervention en lycée pour diminuer la prévalence de l'obésité de X%. Le troisième aspect, et non des moindres, c'est l'évaluation du processus. L'évaluation du processus, c'est se poser la question est-ce que l'intervention et ses différentes activités ont bien été mises en place, mises en œuvre conformément à ce que l'on avait prévu au départ dans le protocole. Et si ça n'est pas le cas, de quelle façon ça en diffère et dans quelle proportion. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément d'évaluation des résultats et d'évaluation du processus. Alors tout d'abord les résultats. Alors quand on évalue une intervention de santé, et là
quelle que soit l'intervention, hein, qu'elle soit médicamenteuse, non médicamenteuse, simple, complexe, n'importe quoi. Il existe un certain nombre de principes méthodologiques de base que l'on va autant que possible appliquer pour obtenir des résultats fiables et non biaisés. Le premier de ces principes, c'est la nécessité d'avoir un élément comparatif, donc un groupe de comparaison. Donc par exemple, dans mon exemple de Pralimap, nous avions des lycées qui avaient la stratégie éducation et des lycées qui ne l'avaient pas. Ça nous sert à quoi ? Ça nous sert à dire s'il y a une évolution de la corpulence, cette évolution, elle est liée à l'effet de l'intervention et pas à autre chose. Deuxième principe de base, c'est la randomisation. Il faut savoir qu'à ce jour, le tirage au sort, c'est le moyen le moins mauvais que l'on ait trouvé pour répartir de manière aléatoire les facteurs de risque entre les groupes et avoir deux groupes initialement comparables. Troisième aspect, et qui constitue la référence, donc c'est la randomisation individuelle, et donc la référence est l'essai contrôlé, ce qui veut dire comparatif, c'est un anglicisme, avec randomisation individuelle. Alors il faut savoir que ce modèle est issu de l'évaluation du médicament, mais le problème, c'est que quand on parle d'intervention de santé publique, comme je vous l'ai dit, et j'espère que c'était clair, c'est une intervention complexe. Une intervention complexe ne peut pas se résumer à l'administration d'une molécule. Et vous verrez qu'à cause de ce fait, on est parfois un peu limité dans l'application de ces principes méthodologiques de base. Et je vais revoir ces trois principes. Je vais vous montrer quelles peuvent être les limitations à la randomisation individuelle, à la randomisation tout court et à la comparaison. Alors tout d'abord à la randomisation individuelle. Alors si on reprend la définition de l'intervention de santé publique, elles sont la plupart du temps éducatives ou organisationnelles, donc par définition, elles s'adressent à des groupes d'individus. Et dans ce cas, tirer au sort des individus isolés, c'est très difficile. Je vais vous montrer à travers l'exemple Pralimap, par exemple. Si on avait tiré au sort des élèves qui bénéficiaient de l'intervention ou pas, on aurait abouti à ce que dans certaines classes, il y ait certains élèves qui aient des cours d'éducation et d'autres pas. Donc vous pouvez imaginer le casse-tête pour les enseignants et les administratifs des lycées pour faire l'emploi du temps, sans compter le fait que, bien entendu, les élèves se parlent entre eux avec un risque de contamination des groupes qui est très important. Donc vous voyez bien que la randomisation individuelle, c'est bien beau sur le papier, mais dans ce cas de figure, je dirais que ça fait plus de mal que de bien. Donc l'alternative que nous choisissons généralement, c'est la randomisation en cluster ou en grappe, où on va tirer au sort non pas des individus, mais des groupes d'individus, des entreprises, des écoles, des patientèles de médecins. Alors, ces essais en cluster, c'est l'alternative, mais mon propos n'est pas là-dessus, donc je ne vais pas détailler, mais il faut savoir que ce n'est pas si simple que ça, parce que souvent ça pose pas souvent, mais quelquefois ça pose des problèmes en termes de comparabilité initiale des groupes. Et par ailleurs, au moment du calcul du nombre de sujets nécessaires et de l'analyse statistique, c'est pas si simple que ça. Donc, l'essai en cluster, c'est la solution qu'on a trouvée, mais je dirais que c'est plus un compromis qu'une solution idéale. Donc, j'ai évoqué la randomisation individuelle, mais avant la randomisation, quelquefois, le fait même de faire une comparaison peut poser des problèmes, d'avoir un groupe comparatif. Alors, on peut rencontrer des problèmes d'ordre éthique. Ça se rencontre quelquefois en santé publique parce que quand on a de fortes raisons de penser que l'intervention qu'on va évaluer ne peut être qu'efficace. Alors, on ne le sait pas, bien entendu, sinon on ne mènerait pas l'intervention, mais quand même, on se dit, il y a de fortes chances que ça marche. Dans ce cas-là, il devient difficilement acceptable de proposer à des individus de ne pas en bénéficier.
Donc là, on est confronté aux limites éthiques de la technique. Il existe plusieurs solutions pour pallier ce problème. L'une des solutions qui a été trouvée mais qui n'est pas facile à mettre en œuvre, c'est l'essai en step wage. Je suis désolée pour l'anglicisme, mais je ne sais pas comment ça se traduit. Donc dans l'essai en step wage, il faut savoir que tous les groupes, soit 2, soit plus de groupes, vont bénéficier de l'intervention. Donc pas de limite éthique au fait de ne pas l'avoir. Mais seulement les groupes vont bénéficier à des temps qui vont être différents. Donc à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, à 12 mois. Et au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer l'effet sur la santé après l'intervention, donc dans ce groupe orange foncé, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va comparer ça au même groupe avant l'intervention. Donc ça veut dire que les patients, enfin les individus sont pris comme leurs propres témoins, mais à des temps différents. Les problèmes éthiques, c'est une chose. Quelquefois, on a aussi des problèmes techniques, quand notamment il y a une forte préférence des individus pour l'une des deux modalités qu'on va proposer. Il y a quelques années, j'avais travaillé, pour vous citer un exemple, dans le domaine de l'insuffisance rénale chronique et notamment du suivi par télésurveillance à distance où on fournissait des tablettes aux personnes qui étaient télésurveillées et on avait un groupe comparatif qui était un groupe qui avait la prise en charge ordinaire avec rendez-vous à l'hôpital. On s'est vite aperçu que les gens qui acceptaient d'être inclus dans cette étude, c'est parce qu'ils voulaient bénéficier de la télésurveillance et de la tablette. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une fois qu'ils ont tiré au sort, les gens qui étaient dans le groupe témoin, ils refusaient de participer. Donc l'essai est foutu en l'air parce qu'on n'avait pas de groupe témoin justement. Ça arrive et il y a des auteurs qui ont proposé dans de tels cas de figure des études qu'on appelle des études de préférence. Alors dans les études de préférence, qu'est-ce qu'on fait ? On va tirer au sort les individus qui n'ont aucune préférence pour l'une ou l'autre des deux modalités et ceux qui ont une préférence, on va les affecter dans leur groupe de préférence. Après, au final, on va faire X comparaisons très savantes et ajustements pour essayer de rétablir la comparabilité des groupes. Je dois dire que ça marche plus ou moins bien. Je pense qu'avant tout, au moment de la conception de l'essai, c'est de réfléchir en termes d'acceptabilité par les individus des deux modalités que l'on va proposer et de la façon dont on va le présenter aux patients. Dernier aspect, alors là, qui est un grand classique en santé publique, c'est quand les pouvoirs publics décident du jour au lendemain qu'ils vont diffuser une intervention à grande échelle sur la France entière, parce que c'est forcément bien, et ensuite ils vont taper à la porte des chercheurs pour leur dire maintenant il faut l'évaluer. Donc là, j'ai cité un exemple à Hong Kong, mais j'aurais pu citer des exemples en France, et notamment dans le domaine des maladies infectieuses et de l'antibiothérapie, c'est un grand classique. Donc à Hong Kong, en 1990, le gouvernement avait décidé de modifier la teneur en soufre des carburants en un week-end. Et une fois qu'ils ont mis en place cette mesure, ils ont demandé à ce que ce soit évalué sur la santé respiratoire des enfants. Donc là, on est un peu embêtés, nous chercheurs, parce que très clairement, le groupe intervention nous est imposé, on n'a pas le choix. En plus, le groupe intervention, comme c'est des interventions qui touchent une large population, il est très très large. Donc il faut faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire essayer de trouver un groupe témoin qui soit le plus comparable possible. Dans ce cas, on mène des études que l'on appelle quasi-expérimentales, où on compare la situation avant dans les deux groupes à la situation après et l'évolution.
Et ensuite, on use de plein d'artifices statistiques, ajustements sur facteurs de confusion, score de propension, variable instrumentale, je vous passe les différentes méthodes, pour essayer de prendre en compte les biais éventuels qu'on rencontre dans ce type d'études. Je finirai juste mon propos avant d'avoir un petit coucou de l'autre côté, là. Parce que je pense que si une de mes missions aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que l'évaluation de l'effet, c'est très bien, mais ça ne peut pas se faire sans l'évaluation du processus dans les interventions non médicamenteuses. Alors l'évaluation du processus, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est savoir comment l'intervention et ses différentes composantes ont été mises en œuvre dans le protocole. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si les résultats sont négatifs, ça va nous permettre de faire la différence entre l'intervention vraiment pas efficace ou l'intervention qui a été mal mise en œuvre, et donc qui a produit des résultats négatifs. Donc en termes d'interprétation du résultat, c'est particulièrement important. C'est aussi particulièrement important, y compris quand les résultats sont positifs, parce que cette évaluation du processus va nous aider à comprendre comment marche l'intervention, et c'est ce qu'a évoqué Gérard juste avant moi, le fait de comment elle marche, pourquoi elle marche et dans quel contexte elle marche. Et les réponses à ces questions vont nous permettre d'optimiser l'intervention pour qu'elle soit encore plus efficace. Donc, au final, l'évaluation du processus, on va voir, ça va nous donner des renseignements fondamentaux en termes d'acceptabilité de l'intervention par la population cible et en termes de faisabilité à grande échelle, parce que nous, notre ambition, c'est que après l'essai, après l'étude, la vie ne s'arrête pas, mais que l'intervention soit bien déployée sur un large territoire. Quand on évalue le processus, on va se poser deux questions. On va se poser la question, j'ai 2 minutes, oui, de la réalisation des activités. A-t-on bien réalisé les activités en quantité? Donc, a-t-on bien fait 10 heures de cours magistraux d'éducation nutritionnelle? Mais également en qualité, c'est-à-dire a-t-on bien évoqué tel et tel thème tel que c'était prévu? Mais on se pose aussi la question de la participation de la population cible, là aussi en termes de quantité, avec la mesure de la présence ou de l'absentéisme des élèves au cours, mais également en termes de qualité, c'est est-ce que les élèves sont satisfaits de l'intervention qu'on a conduite et qu'est-ce qu'ils en pensent? Pour mener ces évaluations de processus, il faut recueillir des données, bien entendu à la fin, mais également tout au long du processus. Donc c'est important de la prévoir dès le début dans le protocole, comme l'évaluation de l'effet. On va recueillir des informations auprès de ceux qui délivrent l'intervention, mais également de ceux qui en bénéficient. Et pour ce faire, on va utiliser des méthodes mixtes, c'est-à-dire qu'on va généralement allier des études quantitatives à des études qualitatives. Donc on va faire du recueil de données quantitatif, mais également des entretiens qualitatifs, semi-dirigés, individuels ou en groupe. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les gens qui opposent le quantitatif au qualitatif parce que ça n'explore pas les mêmes domaines. Et autant le quantitatif, c'est intéressant pour explorer des choses simples chez un grand nombre d'individus, autant le qualitatif, c'est primordial pour expliquer des phénomènes complexes tels que la perception, les croyances, les freins et les leviers. Donc les deux sont complémentaires. Je vais conclure, peut-être de manière un peu simpliste, vous allez me dire, parce que ce n'est pas aussi dichotomisé que ça. Je finirai par dire que l'investigation quantitative va nous donner une information importante en termes de faisabilité. Parce que si au final on montre que dans les lycées Pralimap, on a fait qu'en moyenne 5 heures de cours au lieu de 10 et que la moitié des élèves étaient absents, on peut se dire que l'étendre à la France entière, il faut peut-être mieux réfléchir en termes d'intervention, c'est qu'elle n'est peut-être pas faisable.
Et par ailleurs, l'investigation qualitative va nous permettre d'explorer les ressentis, les perceptions de la population cible et justement l'acceptabilité. Est-ce que l'intervention qu'on propose est acceptable pour notre population cible? Et les deux informations sont primordiales parce qu'une intervention a beau être aussi efficace qu'elle soit, si elle n'est pas faisable et mal acceptée par la population, elle ne sert à rien. Merci pour votre attention.